Audio Jungle. Bonjour à tous, bienvenue à Matin Bonheur, cette émission qui prend plaisir à vous réveiller chaque matin et merci à vous de nous réserver tous les matins un accueil chaleureux. Bonjour Marco. Bonjour Messi, bonjour à tous, bonjour à toutes mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir, comme toujours, de vous servir et d'avoir cette chance-là de se lever le matin. Comme on dit, le monde appartient à ceux qui se réveillent. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Mercredi, c'est famille. Nous allons parler des examens, comment vivre ces examens sans surménage. Comment y arriver, c'est possible. Donc, plus de décapis, plus de tactiques pour retenir tout à 100%. On peut préparer ces examens vraiment de façon sereine sous les conseils, bien sûr, de Mme Bernadette Assou-Nguessan, qui, vous le savez, est notre coach famille de cette saison de Matin Bonheur. Allez, vous le savez, vous connaissez les fondamentaux. Christelle Akoussa réalise. Nous avons nos collaborateurs donc, qui font en sorte que la mise en image se passe bien. Au niveau du son également, au niveau des émetteurs, c'est toute une équipe, c'est Matin Bonheur. Et un jour, si Dieu le veut, Matin Bonheur aussi va voyager. Pourquoi pas aller au Texas? On y va. Well, you better listen, my sisters and brothers, because if you do, you can hear their voices still calling across the years. And they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. Now I swear your salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not alone. Oh, none of us are free. None of us are free, y'all. Découvrir ou redécouvrir certains points, certaines destinations du côté des quatre coins de la planète. Tel est notre objectif et on espère que vous avez aimé voyager, découvrir le Texas. Marco? Oui, ça fait plaisir d'être dans un point donné et puis de montrer que nous sommes dans bel et bien un village planétaire d'Abidjan à Acapulco, au Mexico. C'est comme ça, un Matin Bonheur vous envoie partout sans payer le moindre billet d'avion. Surtout aussi pour votre bien-être, parce que là aussi on va décoller sans payer le moindre billet. Et ce sera destination Gym Tonic. C'est parti. Salut Eva, salut Marco, salut chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi d'être à votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui nous allons faire toute une panoplie d'exercices pour travailler tout le corps. Donc on part directement avec des échauffements, vous allez avoir besoin en fait d'une paire d'haltères ou bien de bouteilles remplies d'eau, de sable mouillé, comme vous voulez, ok. Et puis on part là, regardez, on tend les bras au-dessus de la tête, ok. On fléchit légèrement les jambes et on part chercher la pointe des pieds là. 1, 2, ok, on va en faire 10. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Super. On va enchaîner avec des talons aux fesses. Là, et on tend les bras, on s'attrape. OK. Allez, on fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va faire des step touch inversés. OK. C'est-à-dire, vous fléchissez légèrement la jambe et on part là. 1, on revient. 2, on revient. Pour nous qui pouvons faire avec des impacts, on part 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On va essayer d'en faire 10. Allez, on prend les haltères pour le faire. Chez vous à la maison, sans impact, vous pouvez le faire aussi. Suivez-nous. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus bas. 8, 9 et 10. Super. Allez, on souffle. 10 secondes et on repart encore. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on va partir maintenant avec coup de pied et coup de poing croisé. Là. 1, 2, 3. Ok. Allez. 3, 2, 1. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, chez vous à la maison, si vous ne pouvez pas tendre la jambe comme ça, c'est simple. Vous faites 1, 2, 3. Vous passez la main au-dessus du genou. D'accord? Allez, nous on reprend ici. Ok? 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, le dernier exercice que je vous propose, on fléchit légèrement les jambes là, ok? On tend les bras le long du corps, on tend un bras en avant et l'autre bras en arrière en gardant le dos bien droit. Voilà ce que ça donne de profil. On est là, on ne descend pas trop bas, ok? On casse légèrement le dos volontairement, juste au niveau des lombaires pour garder le dos bien droit. Et puis on part là. 1, 2, d'accord? On va en faire 10, 2 fois. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, on plie pas les bras, 7, 8, 9 et 10, super. Allez, vous soufflez, on reprend cet exercice une dernière fois, ok? 3, 2, 1, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, super. 6, 7, 8, 9 et 10, super. Alors, lorsque vous finissez cet exercice, veillez à bien vous hydrater, buvez assez d'eau, ok? C'est très important pour vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao! Voilà le sport, ce qu'il vous faut pour augmenter votre endurance, pour augmenter votre souffle. Donc, n'hésitez surtout pas, reprenez tout, absolument tout ce que nous proposent nos coachs tous les matins, coach Carl et bien sûr coach Fabio. Aujourd'hui, Marco, c'est le 30 mai. Demain, c'est la fin du mois. Enfin, le mois de mai va finir parce que ce mois-là a trop duré. On peut parler comme quelqu'un. Non, Non. franchement, depuis on attend la Ça fin a du duré mois de 2 mai. minutes. Oui, non, ça a trop duré. Non, pas Vous du n'avez tout. pas vu comment avril est passé rapidement, tout ça? Février, même, on n'en parle pas. Mais mai fait de la résistance. Mai fait de la rébellion, c'est pas bien. Donc, mai, vraiment désolé, monsieur Mai. Bon, que vraiment, c'était la place à juin qui annonce beaucoup de choses, n'est-ce pas? De Alors, très belles aujourd'hui, choses. nous célébrons, mesdames et messieurs, les Ferdinand. Effectivement, Marco, les Ferdinand, le saviez-vous? Le Ferdinand vient du mot phare germanique, voyage, et également hardi, non. Donc, prénom dérivé, nous avons Ferdinanda, Fernanda, Fernande, Ferrante. Fernanda, ça Hermanda. rappelle beaucoup de telenovelas. Hein? Effectivement. Fernanda, Fernando, Ferrante, Ferren, Hermanda. Alors, c'est quoi la personnalité ici des Ferdinand? Alors, ils sont un peu chevaleresques, Marco. comme ils moi. sont épris de justice. Oui, comme moi. Eux-mêmes, très droits, presque sévères. Comme moi. Ils n'ont- ben oui, vous auriez dû vous appeler Ferdinand, Oui, monsieur. ça correspond à... Marco Ferdinand. Non, pardonnez. Non, c'est bon. Ferdinand Marco.
Alors, ils n'ont pas pour habitude de prendre les choses à la légère. La vie, pour eux, c'est une affaire très sérieuse. Dotés d'un caractère énergique, ils aiment occuper des postes de responsabilité. Ambitieux, ils cherchent en permanence à se hisser au sommet de la hiérarchie. Ça, par contre, quoi ça monte? Non, ça, par contre, c'est pas moi. Pourquoi pas? Moi, je préfère être là où je suis et faire le meilleur que je peux parce que, voilà, quand il y a les postes de responsabilité, forcément, peut-être que l'objectivité n'est plus là. On dépend, on a peur de perdre son poste. Et là, on est plus productif, peut-être. Ça dépend de la personnalité de chacun. Parce qu'il y a des gens à des postes de responsabilité, ils veulent changer les choses. Ils veulent changer les choses et ils n'ont pas les moyens de changer les choses, mais il y a des barrières autour. Donc, mieux vaut rester simple. Et c'est surtout quand on est simple qu'on fait énormément de choses, on fait avancer la société. Regardez les personnes qui ont fait avancer le monde sont loin d'être des personnes qui étaient à des postes de responsabilité, soit dit en passant. Alors, il y a des anniversaires aujourd'hui, pêle-mêle, hein, Silo, auteur, compositeur, interprète et rappeur américain. On a Frédéric Hans, donc, qui est entraîneur de football, Bertrand Delanoë, homme politique. Il n'y a pas d'Africain dans tout ça? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. En tout cas, bon réveil à toutes et à tous. On espère que ça se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, donc, on a un souvenir. Vous savez que le 30 mai 1967, le Biafra fait sécession au Nigeria. Et voilà, colonie britannique jusqu'au 1er octobre 1960, le Nigeria, le plus peuplé des États africains, doit faire face le 30 mai 1967 à un moment très, très douloureux ou très particulier de son histoire avec la sécession de sa région du sud-est qui fait environ 77 000 km². Et depuis, on a eu une bonne vague donc, de Biafrais donc, ici en Côte d'Ivoire, ce qui a donné naissance à un quartier que vous connaissez très bien, le quartier Biafrais, qui est donc arrimé, on va dire pratiquement, au pont général de Gaulle. Effectivement, Marco. Et à côté de cela, Marco, aujourd'hui, marque la sortie du premier numéro de la Gazette. Le premier numéro, alors le 30 mai 1631, paraît le premier numéro de la Gazette. Cette feuille hebdomadaire tire son nom d'une monnaie donc, qui équivalait à Venise le prix d'un journal. Son concepteur est un médecin, un philanthrope originaire de Londou. Donc voilà, ça a été créé, on le rappelle, le 30 mai 1631. 2 journées, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Il y a la journée mondiale pour le droit aux origines et puis la journée mondiale de la lutte contre la sclérose en plaques. Voilà, pensez, union de prière pour toutes ces personnes donc, qui souffrent par rapport à tout ça. Journée mondiale pour le droit des origines, c'est depuis 2014, on ne le dira jamais assez. C'est un combat initié par un collectif, la coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines. Donc le 30 mai a été mise en place la date pour donner une plus grande visibilité à cette cause. Et puis lancée en 2009, cette fois, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques. Cette journée est consacrée à une maladie très invalidante, mesdames et messieurs, encore méconnue du grand public. Elle est traditionnellement célébrée le dernier mercredi du mois de mai. La suite, Nessie. La suite, Marco, c'est avec un reportage que nous propose la réalisation. Et ça parle de quoi, le reportage? Ça parle du choléra. On suit ensemble. Le choléra est une infection bactérienne qui provoque une diarrhée aiguë sévère et une déshydratation. Non traité, il est mortel en quelques heures. Originaire du delta du Gange en Inde, la maladie s'est répandue à travers le monde au XIXe siècle et est aujourd'hui endémique dans de nombreux pays, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les pays confrontés à des crises humanitaires comme les conflits, la pauvreté extrême ou les catastrophes naturelles sont particulièrement touchés en raison du manque d'accès à l'eau potable et à un assainissement approprié. L'infection se propage dans l'eau potable ou la nourriture touchée par la bactérie du choléra, très contagieuse car elle contamine les selles de malades. Après une période d'incubation comprise entre 12 heures et environ 5 jours, les épidémies peuvent rapidement flamber. En 2015, le nombre officiel de décès est de 1304. Mais l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en réalité, le choléra tue entre 42 000 et 142 000 personnes par an. Quelques 4 millions de personnes seraient infectées chaque année. De nombreux cas ne seraient pas signalés par manque de surveillance et par crainte de retombées négatives sur le commerce ou le tourisme des zones infectées. La plupart des personnes infectées par le choléra ne développent aucun symptôme, mais les agents pathogènes peuvent rester dans leurs selles plus d'une semaine, ce qui signifie que l'épidémie peut se propager dans les zones où l'assainissement est médiocre.
Pour ceux qui contractent la maladie, les symptômes sont généralement faibles. Le traitement implique une réhydratation rapide, par voie orale ou intraveineuse dans les cas graves. Les antibiotiques peuvent réduire le volume des diarrhées dans les cas de déshydratation sévère. Le vaccin contre le choléra est efficace, mais sa protection ne dure pas toute la vie. Pour lutter contre le choléra, il faut assainir des réseaux d'eau potable, construire des sanitaires convenables et créer de meilleures conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire. Waouh! C'est impressionnant d'efficacité et puis surtout de précision. Ça fait peur quand même. Effectivement, Fais donc attention. faut respecter les mesures d'hygiène afin d'éviter la propagation de cette maladie-là, Marco. Et puis aussi, on a une pensée ce matin pour toutes ces personnes qui souffrent des affres de la maladie à virus Ebola qui sévit en ce moment en République démocratique du Congo. J'ai eu une image sur Internet là où il y a un prêtre, un évêque qui venait soutenir son prêtre qui était à une distance. Ça m'a vraiment fendu le cœur. Il y a des choses qui se passent, hein, franchement. On espère que les autorités compétentes, autant au niveau local qu'au niveau international, feront que ce sera vraiment, vraiment un souvenir lointain. Merci beaucoup d'être à Matin Bonheur, mesdames et messieurs. Madame Inao Zapi-Rachel est avec nous, rassurez-vous. Elle est sur ce plateau, donc on va bien parler français. Mais avant, on va essayer de bien conduire d'abord, non? Première intention ici, c'est avec... C'est sur le boulevard lagunaire où il y a une fluidité. Hein, voilà, les voitures circulent tranquillement. Dans le sens aller, dans le sens retour. Aller-retour, tranquillement. Si vous allez à Cocody, si vous allez à Treichville, vous allez au plateau, c'est le moment, comme on dit dans les chansons coupées décalées, c'est les moments. Donc franchement, voilà, je sais que Mme Inao... C'est le moment de prendre le volant. Ce thème-là n'est pas homologué, mais c'est pas grave, voilà. C'est juste pour le fun. Échangeur, est-ce qu'on échange bien ici? Tranquillement, toujours à 7 h de la journée, ça va, c'est tranquille. C'est tranquille. Il y a toujours une petite voiture sur le côté qui passe. Est-ce qu'on commence à parler? Ensuite, Treichville, Koumassi? Treichville, et c'est la même ambiance. Non loin de Guatanicro, non loin de la gare de Bassam. La gare de Bassam, non loin, si on de veut la aller, rue 12. Si on veut aller à la rue 12, vraiment ici, c'est le point névralgique. De là, on va partout, surtout dans la commune la plus adressée d'Abidjan. Vous savez ça? C'est la commune la plus adressée. Hein. Oui, il y a la rue 12. Sur Google, vous pouvez essayer. Allez, là, c'est Koumassi, vue sur le château d'eau, avec destination aéroport, destination Makuri. Vous pouvez aller au 05, à Kromia-Bla, Vous aimez beaucoup ce Bia petit, Sud. 05. Oui, le 05, ouais. Bon, il y a de bonnes choses là-bas, je veux dire. Les gens sont intéressants là-bas. Partout à Abidjan, ils sont chaleureux. Mais voilà, c'est fini. Vous connaissez le 05, vous? Oui. Vous connaissez aussi le 05? Oui, très bien. Vous connaissez très bien? Très bien. Donc pourquoi ça vous émeut que je puisse... Le 05 est un secteur de Koumassi qui m'a permis d'être heureuse. Ah bon? Oui, parce que le lycée municipal de Koumassi est celui-là même dans lequel j'ai eu mon baccalauréat. Ah oui. Donc c'est en pensant à ça que j'ai dit tout de suite. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Bon. Donc ça vous a permis d'être heureuse. Oui. Et vous, chaque matin, quand vous venez ici, chaque mercredi, vous permettez à des gens d'être heureux parce qu'ils s'expriment bien, ils ne savent pas. Merci. Et aujourd'hui, les expressions que nous allons épeler avec vous, c'est la pierre tomba d'en haut. Il faisait où? Il faisait avec AIENT ou avec AIT. C'est les gens, c'est très ivoirien ça, surprendre à l'improviste. Abréviation du terme monsieur, grammaire, accord des verbes accidentellement pronominaux. C'est tout un programme. On y va directement ou on a un jingle? On va directement. Hein. Allez, bonjour madame. Bonjour Marco. Dites-nous tout, nous sommes tout tu. Bien. La pierre tomba d'en haut. La maladresse dans cette phrase, c'est d'abord tomber, associé à la locution adverbiale en haut. Tomber, qu'est-ce que c'est? Tomber, c'est partir d'un point élevé et se retrouver au bas. Ensuite, d'en haut, c'est à l'extrémité, donc partir du haut pour descendre. Associer donc tomber et d'en haut, c'est faire un pléonasme. Donc la pierre ne tombe pas d'en haut, la pierre tombe, elle tombe simplement. Parce qu'elle va tomber d'en bas. Voilà. La pierre ne peut pas tomber d'en bas, comme le dit Nessie. Alors, il faisait ou il faisait? Il faisait ou il faisait. Donc, vous avez le singulier et le pluriel. La maladresse dans ces deux expressions, c'est l'orthographe. Vous remarquez que sur... on n'a pas le tableau aujourd'hui, mais vous remarquez que dans cette expression, généralement, nos élèves comme les adultes écrivent « faisait » avec un « e ».
compte tenu de la prononciation. Mais attention, le verbe faire à l'imparfait, ce n'est pas avec un E, c'est un AI. Donc c'est faisait à la prononciation, mais cela s'écrit F-A-I-S-A-I-T pour le singulier et puis pour le pluriel, on va l'accorder. Donc il faut faire très attention à l'orthographe de faisait. Et c'est les gens. C'est les gens. Je reviens encore sur cette expression parce que je crois que lorsqu'on était avec Eva sur le plateau, nous sommes revenus sur cette expression. Je reviens là-dessus par insistance parce que les Ivoiriens insistent avec cette expression. Elle n'est pas commode, je vous en prie. C'est associé à les. Ce n'est pas bon. C'est ici, à l'intérieur, on a le verbe être. Le verbe être qui est à la troisième personne du singulier. Ce qui sous-entend que ce qui va suivre normalement doit être au singulier. Donc on ne peut pas dire c'est les gens, mais plutôt ce sont les gens. Puisque les gens, nous avons gens au pluriel, donc on va prendre le verbe ici être dans la forme plurielle. Donc je vous en prie, chers téléspectateurs, on ne dira pas c'est les enfants, mais ce sont les enfants. On ne dira pas c'est les gens, mais ce sont les gens. Je vous en prie, on va se détacher de cette expression. C'est pas facile, hein. J'avoue que souvent, nous-mêmes, Nessie et moi au bureau, ça donne... Quand on entend tout ce que vous dites là, on se retrouve dedans. Hein. Franchement, chers téléspectateurs, ne pensez pas que nous, parce que nous travaillons à la télé, non, nous sommes tous les mêmes. Simplement que nous, on fait un peu plus d'efforts. Si on branchait des micros au bureau, mon Dieu. Alors, surprendre, là ça me fait rire, là. Surprendre à l'improviste. L'expression? L'expression surprendre à l'improviste. Surprendre à l'improviste. Surprendre, le verbe surprendre ici nous renvoie à la surprise. Donc la surprise, qu'est-ce que c'est? C'est permettre faire quelque chose une chose à laquelle on ne s'attend pas du tout. Absolument. Voilà. Et donc, à l'improviste, qu'est-ce que c'est? C'est aussi poser un acte ou arriver à un moment où on ne s'attend pas à vous. Donc, associer surprendre et à l'improviste, c'est encore faire un pléonasme. Donc, on ne surprend pas à l'improviste, on arrive à l'improviste. Ou simplement on surprend. Donc, je vous en prie, il ne faut pas surprendre à l'improviste, il faut simplement surprendre ou arriver à l'improviste. Alors, comment on abrège le terme monsieur? M.M.R. Comment? Voilà, ce matin, nous allons revenir là-dessus pour que désormais nos lettres administratives et nos différents courriers soient dans les normes. Monsieur, en français, l'abréviation, c'est M. M majuscule? M majuscule, point. Lorsque vous mettez MR, vous n'êtes plus en français, vous êtes en anglais avec l'abréviation de Mister. Donc, je vous en prie, chers téléspectateurs, pour abréger messieurs en français, il faut simplement mettre un grand M avec un point à la suite. D'accord. Tout simplement. Bientôt les examens? Oui. L'entrée en sixième? L'entrée en sixième et ensuite le BPC. Le bac. Et après le avec bac. l'entrée en sixième déjà, je fais un clin d'œil à ma fillette, mon avant-dernière, Inao Ramia. Elle n'a pas le choix, elle doit avoir une très bonne note en français. Alors, on va parler des accords des verbes accidentellement pronominaux. Oui. Nous, sur ce plateau, nous avons parlé des verbes pronominaux. Nous avons dit qu'il y avait deux catégories de verbes pronominaux. Au niveau des verbes essentiellement pronominaux, il n'y a pas de problème. Leur accord se fait en genre et en homme avec le sujet. Mais quand on arrive aux verbes accidentellement ou encore dit occasionnellement pronominaux, c'est en ce moment qu'il y a un petit souci. Au niveau de ces verbes, il y a trois sous-groupes. Nous avons des verbes accidentellement pronominaux à forme réfléchie, à forme passive et à forme réciproque. Oui. Réfléchis, passive. On va d'abord partir avec les verbes pronominaux à forme réfléchie. À forme réfléchie, oui. À forme réfléchie, je prends un exemple. La concurrente s'est blessée. Quand on prend cette phrase, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'à l'intérieur, nous avons un sujet qui fait l'action sur lui-même. Donc la concurrente s'est blessée. Elle fait l'action sur elle-même. Ici, pour les accorder, ces verbes pronominaux de cette forme dite réfléchie, il faut simplement chercher à l'intérieur de la phrase le complément d'objet direct. S'il est placé avant, automatiquement, le verbe pronominal s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. La concurrente a blessé qui? Elle a blessé qui? Elle-même. Le se est placé pour elle-même. Donc, automatiquement, blessé va prendre un E accent aigu et muet. Très bien. Ça, c'est pour les verbes pronominaux accidentels à forme réfléchie. Nous allons avec la forme passive. Les verbes pronominaux à la forme passive
sont ces verbes-là où le sujet subit l'action sans l'accomplir. Je regarde une salle, par exemple, où nous avons des guirlandes. Je dirais, les guirlandes se sont allumées. Vous convenez avec moi que les guirlandes sujets ne peuvent pas faire l'action parce que les guirlandes ne sont pas humaines. Elles ne sont pas humaines, elles ne peuvent pas faire l'action. Donc ici, elles subissent l'action. Dans ce contexte, on va simplement regarder ce verbe pronominal à la forme passive et chercher à faire l'accord avec le sujet, simplement. Les guirlandes. Les guirlandes, Donc, avec le sujet, à la forme passive. E accent aigu, E muet S. Avec les guirlandes. Avec les guirlandes. Maintenant, nous arrivons à la forme réciproque. En ce moment, nous avons plusieurs sujets et chacun des sujets fait l'action sur lui-même. Excusez, on dit de reprendre, hein, parce que les téléspectateurs nous suivent en même temps. D'accord. Il y a M. Rodrigue qui nous dit de reprendre avec ce son allumé, l'exemple là. Avec le deuxième exemple. Là. les guirlandes. Les guirlandes se sont allumées. Donc nous avons les guirlandes. Les guirlandes ici ne font que subir l'action. Alors l'accord ici il va se faire avec le sujet. Avec le sujet. Voilà, avec les guirlandes. Donc on rappelle que là, on parle des verbes pronominaux à Accidentels. accidentels à la forme passive. Passive. La première forme, c'était la forme réfléchie. La deuxième forme... C'est un être humain, un homme qui fait l'action. Oui. En l'occurrence, sur elle-même. Sur elle-même. Sur lui-même. Sur lui-même. Cette personne fait l'action sur elle-même. Et dans le deuxième cas, exemple, on a un sujet à l'intérieur de la phrase qui subit l'action. D'accord. Donc, il ne fait pas l'action, il la subit. Ça, c'est à la forme passive. Passive. Pour parler de l'idée d'être passif. D'accord. Et la dernière forme des verbes pronominaux accidentels, c'est la forme réciproque, où nous avons plusieurs sujets qui font l'action et cette action-là se fait sur chacun des sujets. Par exemple, Déborah et Cotin se sont dit oui. Déborah et Cotin se sont dit oui. Alors ici, dans cette phrase, comment faire l'action? L'accord, pardon, il faut d'abord chercher le complément d'objet direct. On cherche le complément d'objet direct. S'il est placé avant, on ne fait pas d'accord avec le complément d'objet direct. Attention, mais avec le sujet. Pour faire l'accord avec le sujet, pour les verbes pronominaux accidentels à la forme réciproque, il faut chercher le complément d'objet direct. Il faudra qu'il soit placé avant. Quand il est placé avant, on fait simplement l'accord avec le sujet, en genre et en nombre. Mais si le complément d'objet direct est placé après, il n'y a aucun accord. Notre exemple, Déborah et Cotin se sont dit oui. Déborah et Cotin se sont dit oui. Déborah et Cotin ont dit oui à qui? On a un complément d'objet indirect. Donc, il n'y a pas de COD. Alors, cette phrase-là, à l'intérieur, le verbe pronominal ne prendra aucun accord. Très intéressant, ben, ça fait plaisir. Vous avez compris, non? Moi, j'ai compris. J'espère que ça va pour nos téléspectateurs. Ben, ça, en fait, ça va, mais il faut revenir. La dernière forme, fois, la forme réciproque. Je vais prendre un exemple pour que ce soit visible aussi pour l'accord. Je vais rentrer dans le monde footballistique. On a deux joueurs se sont échangés les maillots. Deux joueurs se sont échangés les maillots. Les deux joueurs ont échangé quoi? Les maillots. Là, le complément d'objet direct est placé après. Il n'y a pas de complément d'objet direct, donc on va laisser la phrase. On va prendre une autre phrase où le complément d'objet direct peut être placé après. On a... toutes mes excuses, on pourrait réutiliser le... Ils se sont dit oui. Je vais voir sur la fiche si je peux avoir une phrase rapidement. Et puis, on va essayer de voir si l'accord de cette phrase peut se faire. On va prendre au niveau des lettres. Bien. Les lettres qu'ils se sont envoyées, sont tendres, par exemple. Ils se sont envoyés quoi? Les lettres. Complément d'objet direct placé avant. Donc, on a le verbe pronominal ici. Il y a plusieurs personnes qui font l'action. Il y a le complément d'objet direct qui est placé avant. Donc, ici, on va faire l'accord avec le sujet. En l'occurrence, ils se sont envoyés les lettres. Donc, envoyer ici va porter la marque de il, puisque il est le sujet. Accent aigu, E muet, voilà. S. Maintenant, si on disait
elles se sont envoyées des lettres, en ce moment, on aurait fait l'accord avec elles. On va prendre une deuxième phrase. Elles se sont regardées... Ils se sont envoyés, là c'est eux accent aigu. Oui, les lettres qu'ils se sont envoyées. Les lettres qu'ils se sont envoyées. Donc ça ne prend pas de E muet S, hein, ça prend E accent aigu S. Oui, parce que l'accord se fait ici avec le sujet. Il. Cherchons d'abord le sujet dans la phrase. Il. Les lettres qu'ils se sont envoyées. Le sujet ici c'est Le sujet dans la phrase c'est quoi? Il. C'est ils. Il, c'est ils. Ce sont ils qui envoient des lettres. Ils envoient quoi? Ils envoient des lettres. Donc, on a le complément d'objet direct. On fait l'accord avec le sujet parce que le complément d'objet direct est placé avant. Donc, E accent S. Voilà. Et puis dans l'autre exemple, La deuxième phrase, ils se sont regardés par la fenêtre. ils se sont regardés par la fenêtre. Ou elles se sont regardées par la fenêtre, puisque l'autre phrase, elle était masculine. On a elles se sont regardées par la fenêtre. Elles ont regardé qui? Elles-mêmes. Elle-même. On a le complément d'objet direct qui est placé avant. Donc, on fait l'accord avec le sujet. On a regardé E accent aigu et muet S. Donc, il faut dire aux téléspectateurs que l'accord des verbes pronominaux, ce n'est pas du tout facile. Ah oui. Surtout quand on arrive avec les verbes pronominaux à la forme accidentelle ou occasionnelle. Avec les verbes pronominaux à la forme essentielle, il n'y a pas de problème, on fait l'accord en genre et en nombre avec le sujet. Alors, là, il n'y a pas de difficulté. Nos petits amis vont passer l'examen d'entrée en 6e CEP, tout ça. À la dictée, par exemple, quelles sont les attitudes à avoir? À la dictée, parce qu'on voit des élèves, pendant que la dictée se passe, qui ont le stylo en main, dans la bouche. Oui, en pleine réflexion. Ils sont distraits, tout ça. Comment on fait? On écrit au brouillon, après on revient pour la copie, ou bien comment on fait? Il faut dire que le temps joue. La carte du temps joue. Donc, la dictée, quand elle démarre, vous avez un brouillon à côté. Lorsque vous prenez note, si vous pensez qu'il y a une expression à l'intérieur de la dictée qui n'est pas, que vous ne sentez pas, que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas orthographier, vous mettez cette expression-là au brouillon. Vous laissez l'espace et vous numérotez l'expression pour vous retrouver. Et lorsque la dictée est achevée, vous revenez sur votre feuille de copie au moment où on vous donne le temps de votre réflexion pour pouvoir réfléchir à l'accord de ces différents mots ou à l'orthographe de ces différents mots. Ça vous permettra de gagner du temps que de prendre toute la dictée au brouillon et ensuite de la recopier. Ça va perdre le temps. Donc, il faut faire la dictée avec un petit crayon à côté. Un crayon à côté ou même le stylo. Vous n'avez même pas besoin de crayon. Le stylo. Vous prenez la dictée au même moment que les autres. Et quand j'arrive, par exemple, au mot embouteillage, j'ai des difficultés à écrire embouteillage. Je sais que c'est à la première ligne. Je mets embouteillage au brouillon selon ma manière d'orthographier. Je mets 1, je sais que c'est la première colonne que j'ai laissée et je continue la dictée avec les autres. Quand je reviens maintenant au moment de réflexion, je sais que embouteillage, c'est dans l'espace 1. J'ai l'orthographe que je pense être correcte de embouteillage, je la mets dans l'espace que j'ai laissé. Merci beaucoup, Madame Inao Zappé Rachel, pour ces éclaircissements que nous nous sommes autorisés sur ce plateau. C'est la phrase correcte? Oui. Ouf, merci beaucoup. Matin Bonheur continue avec le journal, mais avant la météo. Merci d'être avec nous. Réalisation Christelle Akoussa, Hamza Diaby avec vous dans quelques instants. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. En cours de matinée, le temps sera nuageux à localement très nuageux avec des pluies localisées dans les régions du littoral et du sud forestier. Partout ailleurs, on observera une alternance nuage-soleil au cours de la période. Côté température, on notera 23 degrés à Abidjan, 22 à Adiaké, 25 à Bandoukou, Boaké affichera 24 degrés, 25 degrés dans les villes de Daloa et d'Imboko. À Gagnon, on notera 24 degrés ainsi que dans la ville de Korogo. Mont affichera 23 degrés, 25 degrés à Odiene, 22 à San Pedro, 23 degrés à Sassandra et 22 degrés dans les villes de Tabou et de Yamoussoukro. Dans l'après-midi, on observera dans la bande centrale et dans le nord un début de période très ensoleillée. Par la suite, on observera des développements nuageux pouvant occasionner des averses de pluie mêlées parfois à des orages, notamment au nord et à l'ouest. Le sud du pays sera progressivement nuageux avec des pluies localisées, notamment sur le littoral et dans le sud forestier.
Le mercure affichera au cours de cet après-midi 30 degrés à Abidjan, 29 à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 33 degrés dans les villes de Boaké et de Daloa. Dimokro enregistrera 35 degrés, 32 degrés à Gagnoa. À Korogo, on notera 35 degrés, 29 degrés à Mont. Odiene affichera 35 degrés, 30 degrés à San Pedro, 29 à Sassandra, 28 degrés à Tabou et 32 degrés à Yamoussoukro. Excellente suite de programme et très bonne journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC, a reçu hier mardi, dans ses locaux, Michel Candessus, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international et gouverneur honoraire de la Banque de France. Avec le patronat ivoirien, Michel Candessus a échangé sur le thème « Champions nationaux et émergence ivoirienne ». Cette rencontre s'est tenue en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle a été l'occasion pour l'ancien patron du FMI de saluer le niveau et le modèle de croissance de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Environ 57% de la production mondiale de manioc provient de l'Afrique. Malheureusement, le continent détient le plus faible rendement 10 tonnes à l'hectare, comparé à l'Asie qui affiche un rendement à plus de 21 tonnes à l'hectare. Pourtant, l'Afrique dispose de variétés hautement productives dont le potentiel peut dépasser 40 tonnes à l'hectare. Ce qui effraie et décourage les producteurs, c'est la propagation des maladies virales dans la mosaïque africaine du manioc, pouvant détruire entre 20 et 90% de la production. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Actuellement, une deuxième maladie détruit les champs de manioc en Afrique de l'Est. Quand les maladies virales menacent la production du manioc, c'est un dossier, il est signé Francis Boifo. C'est la 4e culture végétale au monde. Le manioc représente la première source de calories et constitue la nourriture quotidienne de plus de 800 millions de personnes à travers le monde et 300 millions en Afrique. Au Gabon, nous mangeons le manioc comme aliment de base et qui accompagne tout ce qu'on a comme aliment. Le Burkina Faso, l'essentiel de la production effectivement de manioc est destiné à l'industrie. En Côte d'Ivoire, le manioc constitue à la fois une culture de subsistance et de rente pour les producteurs. Les produits dérivés sont multiples. Atiké, foutou, placali, farine, amidon, gari et font l'objet de commerces permettant aux ménagères de se prendre en charge. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. Source de revenus, l'Afrique de l'Ouest produit 30,8% du manioc dans le monde selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, soit plus de la moitié de la production du continent africain, 56,4%. Mais pour combien de temps? Les experts, virologues et sélectionneurs du manioc s'accordent à dire que la production pourrait considérablement baisser les années à venir à cause du virus de la mosaïque africaine du manioc. En Côte d'Ivoire, les chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA travaillent avec cette productrice. Hortense Aou Kouadio, la quarantaine révolue, est originaire de Lokassou, village situé à 10 km de Boaké dans la région de Gbeke. Elle nous emmène visiter un de ses champs à 1 km de son village. Hortense ne s'y était pas rendue depuis 2 semaines parce que
découragés par la propagation du virus de la mosaïque africaine du manioc. Ça, c'est déjà attaqué. Donc, c'est en train de contaminer ça là. La majorité est contaminée. Et c'est toutes les variétés aussi. Il y a un baïbo. Vraiment, ça nous décourage. Ça fait beaucoup longtemps que ces genres de trucs-là nous fatiguent. Or que c'est le manioc qu'on prend pour faire tous nos besoins. Avec cette maladie, Hortense pourrait se retrouver avec moins de la moitié de sa production habituelle, 10 tonnes à l'hectare. Les virologues et sélectionneurs du CNRA, basés à Bouaké, se disent préoccupés par la présence du virus. On reconnaît les feuilles au niveau de la lemme. On voit qu'ici, il y a des taches sur la lemme et un rétrécissement au niveau de la lemme, ce qui est différent des feuilles normales. Vous voyez un peu cette parcelle qui est complètement attaquée par la mosaïque africaine. Et pratiquement tous les plants sont rabougris. Elles ne peuvent pas grandir. Du coup, ne peuvent pas donner les racines tubereuses qu'il faut. Les pertes de production et de rendement vont jusqu'à de 20 à 90% dans les cas graves. Estimée à plus de 5 millions de tonnes en 2016, la production de manioc de la Côte d'Ivoire pourrait baisser. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui exporte énormément de pâtes de manioc, qui, par exemple, ne serait-ce que pour le Burkina, est estimé à 12 milliards de francs. Imaginez une baisse de production au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça affecte non seulement cette exportation-là, donc par ricochet toute la chaîne d'emploi que cela affecte. Les sélectionneurs ivoiriens en sont conscients. Ils multiplient les recherches. À ce jour, CNRA a mis au point plusieurs variétés. La dernière série qui a été mise au point depuis 2008 jusqu'à présent, il y en a 8. Alors cette série est dénommée beaucoup. L'ensemble de ces variétés résistent aux maladies et ravageurs. Ce sont des variétés qui sont très productives. Les rendements vont de 30 tonnes hectares à 40 tonnes hectares sur la station. Et en milieu paysan, lorsque le champ est bien suivi, on peut atteindre des rendements jusqu'à 30 tonnes hectares. Des variétés pour booster la production, il y en a. Seule préoccupation, le coût des boutures. Le prix retenu pour le moment en dehors des projets, c'est de 10 francs la bouture. Et comme il faut 10 000 boutures à l'hectare, cela revient à 100 000 francs l'hectare. C'est assez cher, mais disons que la recherche coûte excessivement cher aussi. Et bien ce prix ne tient pas compte du coût réel de la recherche. Donc c'est en quelque sorte c'est une subvention que le CNRA fait en vendant ses boutures à ce prix-là. Donc il y a un projet qui nous permet de faire la production de semences. La semence est cédée gratuitement aux producteurs ou à une modique somme. Même si, par des subventions, on parvient à distribuer des boutures résistantes à la mosaïque africaine du manioc, le combat contre les maladies virales du manioc continue. Un autre virus sévit en ce moment en Afrique de l'Est et pourrait atteindre la zone ouest. Il s'agit de la maladie de la suie brune du manioc, qui heureusement n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. À l'université Félix Houphouët-Boigny, précisément, dans les laboratoires du programme ouest-africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE, on cherche déjà les solutions. Elle est beaucoup plus dévastatrice et les pertes vont de 90 à 100%. Elle attaque non seulement les feuilles, les racines, mais les tiges. Et dans les racines, nous avons des nécroses, c'est nauséabond, on ne peut rien faire avec ces racines. Donc si cette maladie arrive en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire bye bye la Tchéquie. Si aujourd'hui nous détectons ce virus quelque part en Côte d'Ivoire, nous, en tant que WAVE, nous n'avons pas le mandat de dire quoi que ce soit à la population, nous n'avons pas le mandat de prendre des mesures pour arrêter la propagation de cette maladie. Donc il faut un système de surveillance, de veille, il faut un système d'alerte précoce, il faut un système de réponse à cette maladie. En attendant, les virologues conseillent aux producteurs d'utiliser des plantes saines de manioc pour les cultures, de détruire les plants attaqués par la mosaïque africaine de manioc. Seule mesure à ce jour pour éviter les baisses de rendement et la propagation de la maladie.
Place au cinéma, le Discope Abidjan se poursuit. Vous allez le voir en images. Hier, mardi, a été la deuxième journée de cette 4e édition. La journée a été marquée par un panel de discussion sur la collaboration entre l'Afrique subsaharienne et les pays d'Afrique du Nord. Je rappelle que ce rendez-vous de l'audiovisuel a démarré le 28 mai dernier et il referme ses portes ce mercredi 30 mai 2018. Allons-y en France, où, après avoir sauvé la vie d'un enfant, le jeune malien Mamoudou Gassama a reçu hier mardi un récépissé régularisant sa situation, une première étape avant d'obtenir la nationalité française promise par Emmanuel Macron. Il s'est ensuite rendu à la brigade des sapeurs-pompiers où il doit effectuer son service civique. Et puis annoncé, puis annulé, le sommet du 12 juin entre les dirigeants américains et nord-coréens est de nouveau envisagé. Hier mardi, l'agence de presse sud-coréenne annonce qu'un haut gradé nord-coréen est en route pour les États-Unis. Il s'agit du général Kim Yong-chol, dont la visite a été confirmée par un tweet de Donald Trump, un poids lourd du régime de Pyongyang. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Hamza. Merci Lucie. Très bonne journée à vous. Merci. Allez Marco, on a fini avec le JT. On va maintenant passer avec la chronique écologie. Il est bien installé sur notre plateau. Monsieur Cédric Lombardo, bonjour. La semaine dernière, nous avons célébré la journée internationale de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est tout ce qui est vivant sur Terre, plantes, animaux, insectes. Et le thème de la chronique écologie portait sur l'importance de la biodiversité en agriculture. Nous avons parlé d'Usaï, ou comment utiliser les termites pour fertiliser les sols et irriguer les sols arides, voire même recréer la forêt. Aujourd'hui, nous verrons comment la biodiversité peut rendre nos villes plus durable, Marco. En effet, mesdames et messieurs, il existe une compétition entre l'homme et la nature pour créer des habitats. Avec la croissance démographique, le monde qui se développe, les gens qui sont de plus en plus nombreux, nos villes, bien évidemment, grandissent. Les espaces verts se réduisent comme peau de chagrin. Les enfants n'ont plus de place où jouer, s'épanouir. Les personnes du 3e âge où se promener, vraiment se remémorer un peu le bon souvenir. Nous avons donc voulu savoir s'il n'était pas possible d'aller à l'urbanisation, d'allier urbanisation et environnement. Aussi, le thème de notre chronique, mesdames et messieurs, est la biodiversité des villes ivoiriennes durables. On y revient juste après le jingle. Cédric, bonjour. Bonjour Marco. Comment ça va bien? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les villes ivoiriennes sont des villes durables? Par exemple, Abidjan. Eh bien, il y a quelques semaines, vous m'aviez posé une question et je n'avais pas la réponse. Vous me disiez, Cédric, j'aimerais bien avoir une carte de la pollution que nous avons à Abidjan. Et finalement, les choses sont très bien faites quand même en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a des travaux qui ont été réalisés par l'Université de Cocody. On avait déjà un petit peu parlé, mais là, on a trouvé toute l'étude qui avait été réalisée donc, par l'université. Et c'est la première carte aujourd'hui qu'on va vous montrer à l'écran. Donc, il s'agit d'une étude pilote des gaz polluants dans la ville d'Abidjan. Elle a été réalisée par Julien Baïno et avec d'autres chercheurs comme Véronique Yoboué. Elle associe 3 universités. L'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, donc ça c'est le laboratoire le LAPA d'Abidjan qui a travaillé dessus, il y a le CNRS qui a travaillé avec l'Université de Toulouse 3 et enfin l'Université d'Abomey. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont positionné 21 capteurs pour mesurer un petit peu la qualité de l'air que nous avons à Abidjan dans le cadre d'un projet qui s'appelle DASIWA, financé par l'Union européenne pour comprendre un petit peu la pollution de l'Afrique de l'Ouest. Donc les premiers résultats que nous avons, c'est la seconde carte qu'on va vous diffuser à l'écran maintenant. Et sur cette carte, vous allez vous rendre compte un tout petit peu de ce qui se passe en termes de pollution dite au dioxyde d'azote. Alors à gauche, vous voyez ce qu'on appelle les sources de pollution. Naturellement, dioxyde d'azote, vous allez avoir les industries, vous allez aussi avoir le transport. Et malheureusement, il faut le dire, quand c'est rouge, c'est qu'on est quand même dans des niveaux de pollution qui sont quand même assez importants. Donc Abobo, Adjamé, Plateau, Vridi, Sakrin. Exactement. Vridi, parce que vous avez ici tout ce qui est de l'industrie, vous avez une forte industrie, vous avez le port, donc beaucoup d'activités. Et finalement, Plateau, Adjamé à Abobo, vous voyez très très bien cet axe routier important que nous avons. Et vous voyez un tout petit peu, donc c'est un petit peu moins grave, et ça se trouve aussi sur Yopougon. On a quand même une certaine forme de pollution qui existe. Et malheureusement, c'est la zone industrielle de Yopougon. C'est quand même étonnant pour le plateau quand même. En fait, le plateau, c'est là où on va concentrer beaucoup de trafic. C'est un petit peu l'artère entre. C'est le cœur d'Abidjan qui nous permet d'aller dans chacun de nos différents quartiers. Il faudra qu'on passe soit d'un côté par Carena, soit de l'autre côté par le boulevard Lagunaire. Et puis tous les jours, les fonctionnaires, avec les emails, tout ça, c'est chargé.
Alors la deuxième partie que nous avons, c'est la deuxième carte que nous allons vous montrer maintenant, c'est une pollution dite au dioxyde de soufre. Alors le dioxyde de soufre, c'est de nouveau quelque chose que l'on va retrouver dans l'industrie, on va aussi la retrouver dans les transports, mais ce qui est intéressant aussi, vous voyez tout en bas à gauche de l'écran, c'est que le bois de chauffe, l'utilisation du bois va aussi participer à la pollution au dioxyde de soufre de la ville d'Abidjan. Et là maintenant, on est un petit peu en train de se déplacer quand on regarde où sont les zones qui sont les plus importantes en termes de pollution. On va retrouver ici Yopougon-Jesco et on va retrouver un petit peu l'axe Abobone-Dautré et puis l'axe Anyama-Corridor. Et là, ça nous signale quand même un petit peu que le bois de chauffe a son importance et que le transport a son importance. Et la grosse tache que vous voyez un petit peu bleue en bas, eh bien là, on est un petit peu dans la zone de l'aéroport de Port-Boué. Donc la troisième carte de pollution qui a été établie par ces chercheurs, chercheurs ivoiriens et chercheurs Côte d'Ivoire, excusez-moi, chercheurs français et chercheurs de Cotonou, c'est la carte de la pollution à l'ammoniac, le NH3. Et là maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va encore vous parler de l'industrie, du bois de chauffe, etc. Mais ici, il faut quand même souligner le rôle de l'agriculture et de l'élevage comme étant une source de pollution. Avec les deux principaux spots, j'ai envie de dire malheureusement, de pollution qui ont été observés, une partie sur Koumassi et une autre partie sur Yopougon-Adjamé, Yopougon-Nyangon. Donc ça, c'était la question que vous posiez, Marcelin, il y a plusieurs semaines, qui est la carte de la pollution que nous avons en Côte d'Ivoire. Et puis c'est aussi malheureusement une forme de réponse aussi à la question de ce matin. Abidjan n'est pas véritablement une ville durable. On subit des taux de pollution qui sont assez importants. Et si on revient sur certaines des cartes de pollution que nous avons vues, on se rend compte qu'on a des seuils parfois qui sont beaucoup plus élevés par source d'émissions que des seuils qui sont recommandés par l'OMS. Et on voit que l'énergie a un rôle important comme source de pollution. Oui. Hein. Mais quel choix on peut proposer, par exemple, pour le transport, pour l'électricité? Alors pour le transport, bon, on l'avait déjà dit, il faut travailler sur la pollution des véhicules. Chaque fois qu'on voit un véhicule avec une fumée noire, ce n'est pas du tout un véhicule en bonne santé, c'est un véhicule qui au contraire nous met en danger. Il faut l'immobiliser. Il faut l'immobiliser. Il faut l'immobiliser. Normalement, il faut l'immobiliser. Il faudrait l'immobiliser, surtout quand ce véhicule est une source de revenus pour la personne qui le met en location pour faire taxi, pour faire woro-woro, pour faire baka. Mais ça relève du fantasme dans nos pays en voie de développement. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire ça un jour ici, à moins que. Qu'on le veuille vraiment. À moins que les forces de l'ordre appliquent la réglementation, c'est-à-dire que quand elles l'arrêtent, elles ne trouvent pas de certaines raisons pour le libérer, à moins aussi maintenant que les propriétaires de ces véhicules prennent conscience du danger que c'est pour la population en termes de santé. Et puis nous aussi, peut-être citoyens, on peut aussi dire je ne monte pas dans un véhicule pareil. Parce que si ce véhicule fume, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres facteurs de sécurité comme les amortisseurs, les roues, les portes, etc. qui vont pas mettre votre vie en danger? Donc, mais finalement, si on a tous ces véhicules, parce qu'on a la SOTRA, donc ça c'est la société d'État pour le transport dans la ville d'Abidjan, mais si on voit autant de baka, autant de woro-woro, autant de véhicules comme ça, peut-être qu'il faudrait un peu mieux professionnaliser aussi le transport à Abidjan. Et donc, si on arrivait à trouver des stratégies pour que ces personnes se regroupent, on peut avoir des véhicules qui sont beaucoup plus grands et on mettrait plus de personnes à l'intérieur, moins de pollution, moins de consommation. Et donc, il faut travailler aussi, je pense, vers les associations de chauffeurs de taxi pour les encourager justement à trouver des stratégies de fédération et réduire le nombre de véhicules. Alors, comment la biodiversité peut-elle nous aider pour améliorer les villes ivoiriennes? C'est vrai qu'on parle d'Abidjan, mais vraiment toutes les villes, Bouaké également, où il y a aussi de la pollution, Yamoussoukro aussi, hein, comment Korogo, San Pedro, et avec chaque ville a ses spécificités. C'est exactement ça. Ammoniac, dioxyde d'azote, c'est selon. Alors, comment la biodiversité peut-elle nous aider pour améliorer nos très chères villes ivoiriennes? Alors déjà, on vous a proposé un petit peu quelques éléments, des photos aériennes, des photos satellites de certains endroits de la ville d'Abidjan. Et là, la première image qu'on va vous montrer, donc c'est Gonzague. J'ai juste envie de vous poser une question. Est-ce que vous voyez un petit parc arboré sur cette photo? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que nous avons empilé les unes à côté des autres chacun des habitats et que finalement il n'y a pas de respiration à l'intérieur de tout ça? Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Même parfois même, y a-t-il même l'accès à l'eau potable dans ces quartiers-là? Ça n'est pas le cas. Et vous vous rendez bien compte que là, Gonzague est en train de s'étendre un petit peu plus encore vers le nord. Ce sont les petits points verts qu'on voyait tout à l'heure sur la carte. Et on est en train de reproduire exactement les mêmes schémas. Une urbanisation intensive avec aucun cadre de vie à l'intérieur. Non contrôlée, une urbanisation non contrôlée. Non contrôlée. Et tristement, j'ai presque envie de dire, le mot est anarchique. Alors bien sûr, les populations ont l'obligation de trouver des logements, mais il y a aussi une obligation de la part de l'État et de la part des municipalités qui est la planification. Ici, la deuxième carte que nous vous montrons, c'est Yopougon. Donc sur Yopougon, vous voyez quelques petits axes verts qui vont exister, mais ces axes verts finalement sont la manifestation de cours d'eau. Et quand on regarde bien notre carte, Yopougon qui est
pour moi une ville jeune, puisque c'était des endroits où quand j'allais, il n'y avait rien quand j'étais petit. On voit bien que la ville a grandi, mais en grandissant, elle a respecté quand même quelques tout petits points de verdure. Avons-nous offert une respiration suffisante à la population? Et la troisième carte que nous vous montrons, ça se passe maintenant sur la route de Bassam. On a vraiment la chance, vous voyez, vous avez une cité que je ne nommerai pas qui a été construite. Tout autour, vous voyez de la verdure, mais ce sont des terrains sur lesquels on n'a pas encore bâti. Et finalement, ce que vous voyez là, c'est déjà un programme immobilier qui a été mis en place. Sur ce programme immobilier, vous voyez bien qu'à l'intérieur, il n'y a pas de respiration verte qui a été apportée. Tout a été bétonné, les routes sont goudronnées. Donc c'est vrai qu'il y a un certain confort qui a été apporté par les promoteurs immobiliers en termes de transport, d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité. Mais que fait-on pour le reste de la vie? Et les espaces verts que vous voyez, moi, ma grande tristesse, c'est de me dire, mais finalement, quand on va revenir sur ces cartes-là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tout sera occupé. On verra la même chose. Donc la grande question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment pouvons-nous parvenir à expliquer aux gens et à les convaincre pour que ce type d'urbanisation ne se répète pas? Apprenons un petit peu des erreurs du passé. Et donc là maintenant, pour répondre un petit peu à la question, parce qu'il fallait d'abord montrer un petit peu les cartes, que les gens voient à quoi nous avons affaire en Côte d'Ivoire, et on verra la même chose à San Pedro, on verra la même chose à Bouaké, on verra la même chose à Korogo. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que la biodiversité peut-elle nous aider? Alors, on a été prendre un élément vidéo qui a été réalisé par Nature Parif en 2015 pour la COP21, et ça s'appelle Urbanisme et biodiversité. Quels sont les premiers principes que nous pouvons présenter? Alors, c'est une vidéo qui a été faite en Île-de-France, et vous voyez bien que l'Île-de-France est déjà sujette à des tempêtes, des canicules, des fortes pluies, des sécheresses, des inondations, des déplacements d'espèces animales. Et donc, ils se sont dit, face à ces différents enjeux de changement climatique en Île-de-France, comment nous pouvons-nous réviser un petit peu les choses? Vous vous rendez bien compte que nos villes sont des villes qui sont minérales, ça veut dire qu'elles vont accumuler la chaleur. Et en 2003 en France, il y a eu une vague de chaleur avec des conséquences sur la population humaine très très importantes. Mais de la même manière, lorsque les grandes pluies vont arriver, vous n'avez pas de végétalisation, tout est bétonné, tout est habité. Conclusion, l'eau ne pénètre nulle part. Les canalisations vont se retrouver saturées, c'est quelque chose que nous vivons déjà en Côte d'Ivoire, et donc il y a des inondations. Alors que finalement, on se rend bien compte que si on a une partie qui est partie bétonnée, mais que l'on garde aussi des terres accessibles, eh bien l'eau va rentrer à l'intérieur de la terre. Et quand vous avez une végétation, quand il fait très très chaud, où est-ce qu'on se protège? On se protège sous les arbres. Et de la même manière, n'oublions jamais ce rôle qui est le rôle de l'arbre, à savoir de transformer la pollution en un élément de respiration. Et donc si nous avons des arbres, ils nous aideront dans la ville à parvenir à filtrer. Et finalement, ce qu'on doit arriver à faire, c'est un petit peu à recréer cette alliance qu'il doit y avoir entre l'environnement et l'habitat, de telle sorte que nous ayons des endroits avec des petites poches de biodiversité, où les plantes vivantes seront vivantes, où nous aurons aussi quelques animaux. On a besoin aussi de ramener un petit peu les oiseaux. Il y a de moins en moins d'oiseaux quand vous regardez Abidjan. Nous, à Bassam, on a encore cette chance, mais à Abidjan, ça devient de moins en moins vrai. Et puis enfin, quand vous avez des villes comme la ville d'Abidjan avec des canalisations, avec des berges, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement de tout bétonner, mais c'est de regarder justement comment conserver certaines zones qui sont des zones où la nature va pouvoir conserver ses droits. Et lorsqu'il y aura des inondations, les inondations ne seront pas dans la ville, mais ces inondations seront dans les zones qui auront été préparées spécialement pour, avec la nature. Et là, on vient de voir des principes. Oui. Maintenant, la question, c'est de savoir comment les mettre en œuvre. Alors, merci. Comment les mettre en œuvre? Ça s'appelle de la planification du territoire. Alors, ici, c'est un petit peu la deuxième vidéo que nous avons préparée pour ce matin. Donc, c'est toujours cette même série qui avait été préparée par Nature Parif pour encourager justement une urbanisation durable à l'occasion de la COP21, le fameux accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. Et ici, vous avez quelques petits éléments qu'on va pouvoir regarder sur la planification. Donc, on l'a vu, l'urbanisation croissante va affecter la biodiversité. Chaque fois qu'on bâtit, finalement, on éradique tout ce qui va se passer. On détruit des milieux naturels, on est en train d'imperméabiliser les sols qui ne pourront plus être capables de respirer et d'absorber les eaux. Donc, il nous faut trouver des solutions innovantes et intégrer la biodiversité, jouer avec la nature pour travailler sur ça. Donc, ça s'appelle d'abord des instruments de planification. Il est important que l'on puisse conserver des espaces verts. Il faut aussi que nous ayons des terres agricoles. Et donc, pour cela, il va falloir identifier et limiter les zones qu'il va falloir urbaniser. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de construire sur des petites maisons qui vont s'entasser les unes à côté des autres. On doit travailler aussi un petit peu en hauteur. Et pour que cette ville soit capable de respirer, il nous faut ce qu'on appelle des trames. Une trame verte qui est justement la végétation, une trame bleue pour guider justement les fleuves et lutter contre les inondations, une trame brune, donc ça c'est les sols vivants, la terre vivante qui va justement permettre d'absorber un petit peu les éléments qui sont en trop, et une trame noire, c'est justement de maintenir un petit peu de sombre dans la ville à certaines hauteurs pour que la biodiversité puisse s'exprimer. La chauve-souris, c'est votre meilleur allié contre les moustiques. Donc maintenant,
Comment est-ce qu'on fait? Il s'agit de travailler aussi par petits blocs sur chacun des habitats. Donc quand on a un toit, on a des toits plats. Ces toits plats aujourd'hui peuvent devenir des toits que l'on va végétaliser. Ils peuvent être source de végétalisation, ils peuvent être aussi source de production d'énergie. Ils peuvent être source de production alimentaire. C'est ça qui est intéressant. De la même manière, quand on sait que les murs vont capturer la chaleur et que cette chaleur sera restituée dans les maisons, on peut végétaliser les façades. En végétalisant les façades, on va parvenir à réduire les coûts d'électricité, etc. Donc on va intégrer de plus en plus de nature dans la maison, dans l'habitat, et ça va nous permettre de respirer un petit peu à l'intérieur. Et là maintenant, vous vous rendez compte dans cette animation, lorsque la pluie se manifeste, eh bien, puisque la nature est présente, la terre va absorber les surplus de pluie et on ne jouera pas seulement sur les canalisations. Quelques petites techniques encore pour les ingénieurs de l'immobilier. Les eaux de pluie, on peut les récupérer. On se pose toujours des questions sur comment se débarrasser de nos eaux de toilette, de nos eaux de douche, etc. Eh bien, il y a des stratégies. On en avait parlé de phytoapuration, c'est-à-dire le nettoyage des eaux usées en jouant par la nature. Il n'y a pas que des solutions chimiques et des solutions mécaniques. La nature sait très très bien régler ce genre de problème. Et la dernière chose que nous avons voulu vous montrer maintenant à l'écran, c'est que quand on sait qu'on a certains quartiers qui sont inondés parce qu'on a voulu les construire sur des zones de rivières, vous voyez ici que dès que les pluies vont arriver, automatiquement les quartiers seront inondés. On a besoin d'espace. À ce moment-là, surélevons les bâtiments, construisons-les sur les pilotis, l'eau pourra pénétrer à l'intérieur et la vie animale, la vie végétale pourra se manifester en dessous. Alors, l'animation a montré des productions maraîchères sur les toits. Est-ce que c'est vraiment possible, Cédric? Oui, absolument, c'est tout à fait possible. Et il y a même un programme qui est en cours en ce moment en France. Alors, quand je dis un programme, il est très intéressant parce qu'il vous montre exactement comment construire les toits. C'est-à-dire, il vous explique les charges de béton par rapport, si vous voulez faire du maraîcher, voici la quantité de terre que ça va supporter, voici donc les dalles de béton dont vous avez besoin, voici comment mettre en place des systèmes pour lutter contre l'irrigation. Donc, toute surface plane sur un territoire est une zone agricole. On le voit, chaque espace libre à Abidjan devient une petite zone de maraîcher. Il faut aussi voir comment intégrer ces capacités de production sur les toitures. Et ça pourrait nous permettre d'avoir notre petit potager. Exactement, et surtout qu'il y a ce qu'on appelle l'agriculture hors sol, en hydroponie. Et il y a un très très beau programme qui a été fait au Ghana où justement, on apprend. On a 2 minutes. Est-ce qu'on peut imaginer que les bâtiments soient des sources de production d'énergie? Absolument. Chez nous, en Côte d'Ivoire. Alors, source de production d'énergie et surtout source d'économie d'énergie. D'abord, on conçoit le bâtiment pour qu'il soit moins chaud. Exemple, on végétalise les façades, mais on peut mettre des éléments de panneaux solaires, on peut mettre des petites éoliennes, des micro-éoliennes qui sont petites et qui peuvent bouger avec un petit peu de vent. Un bâtiment peut devenir pas forcément neutre en termes de consommation d'énergie, mais il peut participer à la production d'énergie pour les gens qui habitent. On a vu également les eaux usées rejetées dans la nature. Ça ne peut pas être une source de pollution? Alors là, justement, il faut regarder, on a toujours besoin de stratégies un petit peu comme ce que fait la SODECI avec l'assainissement. On a besoin de stratégies mécaniques, chimiques pour être capable de traiter un maximum de choses, mais on doit être aussi capable de jouer avec la phytoépuration. Et donc, quand on arrive à avoir un petit peu des équilibres entre des stratégies mécaniques et des stratégies naturelles, eh bien, ça veut dire qu'on arrive à compenser un petit peu les différents éléments. Et au lieu d'être source de pollution, au contraire, ça sera une source de vie. Comme on le disait la dernière fois, une mangrove, au moment où la lagune va se jeter dans l'océan, on voit toutes ces mangroves qui sont présentes, eh bien vous avez une source de vie, les mangroves fixent le sable, elles dépolluent un petit peu les contenus des fleuves avant de les libérer dans l'océan, elles abritent la vie qui devient une source de poissons pour la pêche de nos pêcheurs en lagune. Cédric, tout ça c'est bien beau, le coût? Le coût, mais quand on travaille avec la nature, est-ce que vous pensez que c'est forcément beaucoup plus cher que de travailler avec du ciment que l'on va importer? Allez-y, faites comprendre ça aux promoteurs immobiliers. Mais c'est ça qu'on doit arriver. Si on doit avoir un mot de la fin aujourd'hui dans cette émission, c'est notre monde est en train de changer. Nous avions des solutions techniques qu'il fallait mettre en œuvre dans le passé. Le pétrole, les centrales à charbon pour faire de l'électricité, ce genre de choses, on peut le comprendre dans le passé. Mais nous sommes en 2018. Aujourd'hui, on sait exactement quelle est la maladie de notre planète, c'est l'homme. Et surtout, le plus important, c'est qu'on a vu la beauté de cette planète, on a vu comment utiliser chacun de ces éléments pour être capable d'en faire un élément de vie. Et plus vous développerez des technologies basées sur l'environnement, moins ces technologies seront chères et plus elles seront faciles à appliquer. Donc que les ingénieurs du bâtiment, nos architectes, que les maires qui planifient nos territoires, que le ministère de la construction, de l'urbanisation et de l'assainissement nous propose aujourd'hui un nouveau cadre de vie et pas simplement du béton et du béton. Merci beaucoup Cédric Lombardo. On va bétonner donc cette émission pour que franchement le message passe et que ceux qui s'occupent de tout ce qui est notre confort au niveau immobilier, au niveau de l'urbanisation, de l'organisation de la ville puissent prendre en compte tout ce qui est évoqué ici.
lors de vos précieux, combien intéressants passages. Merci beaucoup. Bonne Merci journée. Marco. La semaine prochaine, ce sera? La semaine prochaine, on parlera d'objectifs de développement durable. Merci. Vous savez, de nouveau. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'on anticipe, on anticipe et on fait un travail vraiment précis. Voilà, on espère que cela va faire en sorte que beaucoup de personnes vont assimiler et surtout nous aider à aller de l'avant. Je rappelle aujourd'hui, mesdames et messieurs, que nous sommes le mercredi 30 mai avec Cédric. J'ai encore une question à vous poser, ça me brûle les lèvres. Est-ce que toutes les villes africaines seront au diapason de tout ça? Est-ce que ce qui peut être fait par exemple à Abidjan, Lomé, Ouaga, est-ce qu'il y a quelque chose de collégial qui peut être fait? Oui, quelque chose de collégial peut être fait. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que... Ça, c'est les prolongations. Ça, on a un défi. C'est toujours la petite question que vous allez chercher pour voir si on va trouver la faille dans le discours. Apprenons des erreurs du passé. Apprenons des erreurs du passé que l'on observe aussi bien en Occident, aux États-Unis et ailleurs. Apprenons des erreurs d'une urbanisation trop importante qu'on a eue en Chine et en Inde, des pays qui ont été développés, en voie de développement, qui ont émergé, aujourd'hui, qui vivent dans des quantités de pollution qui sont suffocantes. Regardons ce qui s'est passé et disons-nous, mais finalement, être en voie de développement, vouloir viser l'émergence, c'est la chance de pouvoir repenser un certain nombre de choses. Et quand on dit de jouer collégial, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer simplement pour quelques intérêts qui sont des intérêts de quartier, des intérêts peut-être de communes ou des intérêts peut-être financiers, malheureusement parfois financiers. Il faut arrêter de penser à valoriser les mètres carrés de nos villes à 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, 30 000 francs. Il faut se dire... Une ville, un quartier, c'est un espace commun, c'est un espace collégial. Je joue sur le mot. Et donc oui, on a besoin de routes, de trafic, mais on a besoin d'espaces verts, on a besoin de cadres de vie pour les populations. Merci beaucoup Cédric. Avec un grand plaisir. Vivement mercredi prochain. Nessie, la suite, s'il vous plaît. La suite, c'est avec Mme Bernadette Assou-Nguesson qui viendra nous parler, Marco, de surménage. Comment y arriver, voilà. Ce sont les examens scolaires sans surménage. Comment y arriver, on en parlera avec elle, mais avant, la pub. C'est parti pour la caravane des valeurs du Nord. Du 5 juin au 14 juillet 2018, la caravane sillonnera les villes de Korogo, Ferkessédougou, Bouaké, Yamoussoukro, Abengourou, Abouesso, Daloa, Gagnoa, Diokoué, Mans, San Pedro, Dabou et Abidjan. Au programme, concours culinaire du Nord, jeux concours, de nombreux lots à gagner. Le vainqueur du concours culinaire de chaque ville sera sélectionné d'office pour la 4e édition du grand concours culinaire Défi Gourmand du Nord. Du Nord, au cœur de vos repas depuis 3 générations. Il est 7 heures passées d'une minute seulement, mesdames et messieurs. Bon réveil, si c'est seulement maintenant que vous le faites. On espère que ça se passe bien chez vous. Vous êtes en mode petit déjeuner, certainement, ou bien en mode déplacement. Pour nous regarder sur l'application RTI Mobile, c'est très intéressant. Également. Et puis, le Discope, c'est déjà fini. C'est fini. C'est fini. J'espère que vous êtes passé par le stand, le joli stand de la RTI. Madame Assou-Nguesson est avec nous. C'est notre coach, on va dire ça comme sa famille, avec elle on va parler de tous ces enfants-là qui sont de la hantise, de la préparation des examens. Je dis enfants parce qu'on va entamer avec nos petits amis de l'entrée en 6e. Comment éviter le surménage? Comment réviser malin? C'est ce que va nous dire. Elle va nous donner des topos, comme on dit, pour éviter le décapi, cette manière de tout emmagasiner dans la tête. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est toujours d'usage? Bien, on va voir. Voici la thématique à Matin Monnaie de ce mercredi. Activités scolaires, cours de renforcement, révision des cours à la maison, boss entre amis, sport et autres, ça, c'est le quotidien de nombreux élèves et étudiants. Et au bout de cette hyperactivité, l'exigence des parents, celle d'obtenir de l'enfant de bons résultats scolaires. Mais ce n'est pas toujours évident. Le surménage, c'est un peu une sorte d'être embrouillant en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'organiser, quelqu'un qui n'a pas l'habilité à planifier son programme en fait. C'est lorsque vous êtes en fatigue intellectuelle intense. Donc nous, on essaye de leur inculquer une méthode de travail. Mais ce que nous constatons sur le terrain, voilà, c'est qu'ils s'y prennent souvent très tard. Et donc quand ils abordent les derniers jours de préparation, il y a l'anxiété, il y a la peur. Et donc comme on l'a dit tantôt,
Il y a le surménage qui les guette. La vie scolaire peut être source de surmenage et avec cette véritable envie de ne pas décevoir les parents, élèves et étudiants y vont de leur méthode de travail. J'étudie jusqu'au petit matin. Je peux commencer de 23h ou des fois à minuit et puis arrêter au plus tard 3h du mat. C'est la meilleure manière d'étudier parce qu'à partir de minuit, le coin est calme, il n'y a pas de bruit, l'esprit est tranquille. Tu peux étudier sans être dérangé. Non, le décapi n'est pas la meilleure manière pour obtenir un examen, vu que le décapi est une manière d'étudier qui ne te reste pas dans la tête définitivement en fait. Ça part d'un moment à l'autre, tu peux oublier rapidement. Non, le décapi n'est pas à conseiller du tout. Il ne faut pas attendre que les cours s'accumulent et puis en 24 heures, 48 heures, se précipiter et vouloir tout apprendre en même temps. En général, ce n'est pas productif. Pour les élèves qui étudient jusqu'au matin, on ne peut pas trop leur conseiller cette méthode. Pour des enfants qui étudient jusqu'à la veille des examens, c'est le signe de candidats qui ne s'y sont pas pris très tôt. Voilà. Sinon, l'examen se prépare dès le premier jour de l'année scolaire. Oui, je suis prête pour mon examen de fin d'année parce que j'ai étudié mes leçons et je me sens prête. Ma stratégie pour réussir à mes examens est la réunion avec mes amis pour mieux évaluer nos lacunes et pour mieux s'entraider. Je ne bosse pas jusqu'à la veille de l'examen parce que je n'ai pas envie d'être surmenée. Rien ne provoque autant la crainte et l'anxiété chez élèves et étudiants qu'un examen. Il est donc important d'acquérir de bonnes méthodes de travail le plus tôt possible durant l'année scolaire. Car, sans une bonne capacité d'apprentissage, difficile d'aller de l'avant. Et surtout, lâcher du lest, se détendre, fermer de temps en temps livres et cahiers pour penser à autre chose. Un bien-être capital pour réussir à coup sûr son examen. Sur le plateau, juste pour un petit mea culpa, parce que le Discope, c'est vrai que c'est le dernier jour aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fini. Vous pouvez partir donc pour participer, vivre cet important moment pour la télévision, pour l'audiovisuel en général, avec un stand de la RT vraiment aux normes très modernes, avec toutes les informations sur tout ce que nous produisons et puis tout ce que nous sommes à même d'apporter au monde entier. On salue toute l'équipe qui est là-bas et tous ceux qui nous regardent en direct depuis le Discope. C'est à quelques mètres seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Elle est à quelques centimètres de moi. C'est toujours un plaisir de la voir sur ce plateau. Madame Massonguessan, bonjour. Bonjour. Les examens vont commencer, c'est la période. Et là, c'est comme ça, il y a une certaine hantise. D'abord, comment gérer cette hantise-là avant d'aller dans la gestion du surménage? Alors, la hantise, s'il n'y a pas de hantise en termes de peut-être de petites peurs, de petites craintes, d'angoisse, c'est normal. Si on ne l'a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on va à un examen, on va à une compétition. Et la montée de l'adrénaline pour la compétition est utile pour la compétition et pour gagner la compétition. Donc, il faut avoir un peu d'inquiétude, même si on se dit qu'on a été le premier de la classe tout au long de l'année. Les jours qui précèdent l'examen, on voit toujours un peu d'angoisse et qui se manifeste avec un peu de stress. Donc c'est normal. Maintenant, le trop-plein de toutes choses est nuisible. Donc il faut y aller en s'organisant et en ne se mettant pas plus de pression qu'il nous faut pour aller à l'examen. Alors Madame Assou, qu'appelle-t-on surménage? Alors le surménage, excusez-moi, le surménage, donc c'est une étape, hein, c'est une étape donc de saturation, hein, de ce que la personne qui est donc victime de surménage est arrivée à un point où elle ne peut plus rien recevoir et parfois même le ressortir est bloqué. Comme pour dire, le surménage, c'est comme j'ai un vase qui est certainement de grande contenance et élastique. Donc j'y mets un certain nombre de choses jusqu'à arriver à la limite où le vase est trop plein, il est plein, bombé à craquer, et à la limite. Et voilà, c'est ça le surménage. Donc on ne peut plus rien y ajouter.
et on est à la limite donc du débordement. Le débordement, soit qui va faire péter le vase, soit qui va faire couler le liquide, mais c'est là le surmenage. Concrètement, un enfant de CM2, oui. Quels sont les signes cliniques, les signes lointains du surmenage chez lui, à l'approche des examens? Alors, pour se rendre compte qu'un enfant est en surmenage, c'est déjà, il faut l'observer, ça ne s'installe pas comme ça, du jour au lendemain, le surmenage. C'est comme pour remplir donc l'exemple du vase que nous avons pris, c'est progressivement que les choses se mettent en place. Donc, ça va commencer par des difficultés pour s'endormir, pour trouver le sommeil. Vous allez voir que votre enfant, qui d'habitude peut-être vers 21h commence à somnoler, vous allez le voir qui commence à devenir un peu agité, un peu plus agité. Une certaine hyperactivité va s'installer. L'hyperactivité va s'accompagner de nervosité, d'agressivité et tout cela. L'enfant change dans son comportement et c'est visible, même dans ses propos aussi. Il va commencer peut-être à devenir un peu plus agressif verbalement. C'est déjà l'amorce donc et une grande fatigue qui va s'installer. Vous allez voir, en même temps qu'il veut être, il s'agite pour faire un certain nombre de choses, mais vous allez voir une certaine lourdeur, une certaine pesanteur dans ce qu'il fait. Et c'est déjà, donc, on est dans l'amorce du surménage jusqu'à arriver au point culminant de non-retour, où c'est la saturation totale, où l'enfant ne peut plus véritablement rien faire, ni apprendre, ni ressortir quoi que ce soit de ce qu'il a appris. Il peut y avoir des burn-out le jour de l'examen? Ah oui. Des burn-out? Ah oui. Ah oui, cela peut arriver. Cela peut arriver la veille, cela peut arriver pendant la composition ou juste après. Parce que, justement, le trop-plein d'énergie ou de stress emmagasiné, il va falloir forcément que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et ça peut sortir donc à n'importe quel moment de la préparation de l'examen. Est-ce qu'il y a une différence entre le stress et le surménage? Alors, le stress, c'est le résultat du surménage. Le stress peut provoquer le surménage. C'est une interaction entre les deux. Le stress est la manifestation, est une réponse de l'organisme à ce que j'ai par rapport à ma peur, à mon angoisse et tout cela. Et le surménage, donc, c'est l'accumulation de ce que j'ai accumulé un certain nombre de choses jusqu'à un certain nombre pour prendre le retour. Donc, l'un entraîne l'autre. D'accord? Le trop grand stress, si vous êtes stressé, vous pouvez entraîner le surmenage, comme le surmenage peut être donc source de grand stress. Comment réviser, Madame Assou-Nguessan, comment réviser? Alors, quand on est au CM2, quand on est en 3e, quand on est en terminale, est-ce que c'est la même chose? La base est la même ou bien il y a des spécificités? Bon, ce ne sont pas les mêmes examens, donc ce n'est pas le même niveau donc, de résultats qu'on demande aux enfants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aller à l'entrée en 6e pour les anciens, c'est vraiment de l'amusement. Mais pour l'enfant qui va en examen au CEPE aujourd'hui, il a la façon de se préparer, les méthodes de travail, d'apprentissage doivent être adaptées à l'âge de l'individu et à ce qu'on lui demandera de restituer. Donc, si nous sommes au CM2, il ne faut pas attendre. Généralement, l'examen du CM2 porte tout ce qu'on a vu au CM1 et au CM2. Donc, déjà, j'ai 2 ans pour préparer mon entrée en 6e. Et donc, pendant ces 2 ans, j'organise mon temps de travail et mon temps d'apprentissage. C'est véritablement la façon d'apprendre, donc la méthode d'apprentissage qui rentre véritablement en ligne de compte. Je n'attendrai pas donc le dernier mois ou la dernière semaine pour me dire que je vais commencer donc à réapprendre donc mes leçons ou à apprendre. Parce que parfois, les enfants ici prennent véritablement pas tôt et ils attendent la dernière semaine en se disant « je vais tout apprendre maintenant, j'ai une capacité d'apprendre et je vais apprendre maintenant ». C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça, dans la pédagogie même dans l'enseignement, la façon dont on donne l'enseignement aux enfants, il y a donc les méthodes d'apprentissage qui sont adaptées à l'âge et au niveau de connaissances qu'ils doivent avoir pour pouvoir restituer à temps et au moment où cela est nécessaire, ce qu'on leur a donné d'apprendre tout au long de leur formation. Donc, l'enfant doit... j'ai entendu dans le reportage une toute jeune fille
qui dit qu'elle travaille, elle apprend ses leçons à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Ça, c'est... Je ne sais pas où sont ses parents. C'est un scandale. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en disant que c'est plus calme, ce n'est pas vrai. D'abord, l'organisme a un rythme de vie qu'il faut respecter. Le sommeil a un rythme. Toute notre vie est rythmée par un certain nombre, c'est un programme. Nous sommes une superbe machine qui est programmée et donc il faut respecter le programme de chacun des systèmes qui nous constituent. Le système digestif a une programmation. Le système du sommeil a une organisation. La façon dont il faut, pour l'apprentissage, c'est une organisation. Et tous ces systèmes se chevauchent pour donner l'être suprême que nous sommes. Donc il faut faire attention. À 3 heures, à 2 heures du matin ou de minuit à 3 heures du matin, il faut dormir. Si un programme spirituel ne vous oblige pas à être debout pour la prière, il faut dormir, reposer le corps et plus particulièrement le cerveau. Donc, il faut absolument proscrire aux enfants, tout jeunes, ou même beaucoup plus... non. Décapi, jamais. Quand nous disons jamais, on dira il ne faut jamais dire jamais. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui ne connaissent pas le terme. Le décapi, nous sommes tous passés par là, c'est le fait de ne pas dormir. Et donc, le décapi, en fait, c'est une formule mathématique qui concerne le cercle. D'accord? Et donc, c'est commencer donc, du matin jusqu'au lendemain et aller au cours sans avoir dormi. Et donc, c'est la circonférence totale, les 24 heures sur 24. Ça, on le paye toujours très cash. Le système pour dormir ou le repos, ce sont des choses qu'il ne faut pas. Le crédit de sommeil ou le crédit de repos se paye cash. Généralement, quand on fait le décapi, on se nourrit très mal. On se gave de substances, je ne vais pas citer ici, on se gave de substances qui vont nous maintenir éveillés. Si vous maintenez votre organisme éveillé, alors que le cerveau a déjà enregistré qu'à une certaine heure, je dois m'endormir, et que vous forcez cela, cela vous attend. Cela vous attend de ce que vous avez empêché votre organisme de dormir. Et naturellement, si vous faites cela très régulièrement ou sur 2 ou 3 jours successivement, il y en a même qui vont jusqu'à 1 semaine sur le campus. Ce sont des choses qui se faisaient assez régulièrement. La dernière semaine des examens, on est sur le système décapi et vous voyez des personnes qui ne sont que des ombres d'elles-mêmes, qui sont des vrais zombies, qui marchent, qui font un certain nombre de choses, qui n'ont plus le contrôle de leur corps et encore moins le contrôle de leur cerveau. Madame Assou-Nguesson, oui. Je ne me suis pas préparée tout au long de l'année scolaire. J'attendais la fin de l'année pour faire mon décapi. Aujourd'hui, est-ce que j'ai des chances d'avoir quand même mon examen? Alors, les chances d'avoir l'examen, avoir l'examen ou pas, ne dépend pas véritablement de si j'ai fait un décapi ou pas. Je peux avoir été un très bon élève et le stress fera que le jour de l'examen, j'ai complètement une absence, je n'arrive pas à restituer ce que j'ai appris et naturellement, à la correction, on verra que je n'ai pas fait de bonne production et donc je peux être en situation d'échec et de non-réussite. Mais je peux aussi tout à fait faire comme vous, dans toute l'insouciance et l'inconscience à la limite, de ce que je me dis, au bout d'1 semaine, ça me suffira de réapprendre ce qu'on m'a donné pendant 9 mois. Et parfois, généralement, l'examen ne porte jamais sur ce qui s'est passé dans les 9 mois, mais il faut aller chercher l'année précédente et tout cela. Donc, je peux le réussir parce que, comme nous disions tout à l'heure, ce n'est pas forcément... C'est être capable de restituer ce sur lequel on vous a posé une question. Donc, par chance, vous pouvez donc, en faisant votre décapi ou en accumulant et restant le dernier jour, vous pouvez arriver à l'examen et avoir un sujet dont vous vous souvenez. Si vous vous souvenez de ce qui est demandé, vous pouvez le rendre. Et donc, vous pourrez dire que votre décapi a marché, mais non, c'est juste un coup de chance. Il n'est pas conseillé donc de rester accumulé, ne l'avoir pas fait, c'est se mettre en danger. Et en danger véritablement, c'est même une attitude, si nous poussons plus loin, c'est une attitude suicidaire.
d'accord, de dire que je vais attendre le dernier moment pour aller à l'examen. C'est tout au long de l'année qu'il faut donc commencer à préparer. Il s'agit donc d'une bonne organisation. Le surménage n'est pas seulement le fait d'avoir accumulé donc le travail et tout cela, ça possède tout un ensemble de choses. Ça a été de quoi je me suis nourrie tout au long de l'année et surtout à la période où je suis en train d'aller à l'examen. Il y a aussi le sommeil. Il y a le sommeil, de quoi je me suis nourrie. Il y a l'ambiance à la maison, la relation avec les parents. Oui. Il y a des parents qui stressent, qui créent même le surménage parce qu'ils sont, arrimés, arc-boutés au rang. Il faut être premier, il faut être premier, il faut être premier. Oui. Et pourtant, dans toute génération, il y a eu des derniers. Cela dit, revenons donc à ce qui nous concerne sur le plateau, pour dire que donc il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent donc en ligne de compte du surménage. Donc nous avons cité toutes ces choses-là, mais aussi la méthode d'apprentissage et le lieu d'étude. Si je suis dans un établissement qui n'est pas très bien structuré, où il manque de tout, il y a beaucoup de nuisances. La nuisance donc autour de l'établissement ou même à l'intérieur de l'établissement, c'est un établissement où les élèves sont super agités, où il y a de l'agressivité, où il y a de la violence et tout cela, tous ces facteurs peuvent conduire, donc combinés, peuvent conduire au surmenage. Donc il faut faire le nettoyage ou l'équilibre entre tous ces différents facteurs pour donner le maximum de chances déjà de bien se porter, parce pour éviter le surménage, il s'agit de bien se porter. Et bien se porter, c'est qu'est-ce que je mange, où je dors, comment je dors, combien de temps je dors, comment est-ce que j'étudie, est-ce que j'ai le matériel dont j'ai besoin pour travailler tout au long de l'année. Si je n'ai pas eu les livres pour travailler et que je suis obligée chaque fois d'aller chez des voisins ou d'aller chez des amis loin de la maison, et tout cela, tous ces facteurs vont conduire donc l'enfant à une situation de surménage. Il faut donc, dès le début de l'année, sachant que notre enfant va aller à l'école pour un examen à la fin de l'année, lui donner déjà les moyens nécessaires pour aborder donc sereinement l'année scolaire. En abordant sereinement l'année scolaire, il a des chances de mieux s'organiser et aller donc naturellement plus serein à l'examen parce qu'il aura eu le temps de tout apprendre. Généralement, ce que nous pouvons conseiller, c'est donc de pouvoir faire des breaks, c'est-à-dire des arrêts. À un moment donné, il faut s'arrêter. Aérer l'esprit. Aérer l'esprit. Il faut, et l'élément montre bien des garçons en train de jouer au foot, mais il faut accorder aussi aux jeunes filles le temps de se reposer, d'aller jouer à la marelle si elles ont envie de jouer, ou au foot aussi si elles ont envie d'aller jouer au foot, ou de faire autre chose, aller à la natation. Voilà quelque chose qui est très bien pour un temps de relaxation. Il faut aller à la natation, mais si on ne sait pas nager, il faut faire des choses agréables, des choses qui nous mettent donc en repos, dans une activité, une petite lecture d'autres choses, non pas les cours, mais des choses, peut-être des dessins animés ou des bandes dessinées ou une belle histoire que la grand-mère ou la tante ou quelqu'un peut nous raconter, un environnement récréateur, revivifiant et qui va nous redonner donc, comme pour recharger notre batterie. Et quand nous allons à l'examen ou quand nous revenons plonger la tête dans nos cahiers, nous sommes plus à l'aise parce que nous avons été ressourcés. Mais Madame Assou, une question. Ça, c'est le cas, c'est pour éviter le surménage. Oui. Mais quand on est déjà surmené, est-ce qu'on peut rattraper? Alors, quand on est déjà surmené, il faut demander de l'aide automatiquement. Et donc, dans le processus de demander de l'aide, il faut voir des personnes qui ont la qualification pour le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la solution médicamenteuse, parce que malheureusement, on est obligé de passer par là. Quand on est en situation de surmenage, le simple fait d'aller dormir ne suffit pas. D'ailleurs, le sommeil ne vient même pas quand on est en état de surménage. Donc, il faut mettre le corps en sommeil. Et donc, on est obligé d'utiliser cette méthode-là. Maintenant, une fois qu'on a essayé de faire reposer l'organisme, il faut tout l'accompagnement nécessaire. Nous avons cité un certain nombre de conditions pour que l'individu se sente bien, car c'est le bien-être qui est le plus important. Et donc, mettre les choses, combler ce qu'il y a à combler
pour que très rapidement la personne retrouve donc sa sérénité et sa santé. Généralement, celui qui est surmené ne se sait pas surmené. Donc, comment demander de l'aide? Est-ce que c'est là où il y a l'importance de l'entourage? Entre le répétiteur, les parents, les tontons, tous ceux qui interviennent à un moment ou un autre, parfois aussi, est-ce que ça peut pas mélanger l'esprit de l'enfant? C'est vrai que, malheureusement, beaucoup de parents que nous sommes, nous faisons cette erreur-là, de penser que tous les enfants ont besoin d'un répétiteur, qu'il faut la veille de la semaine ou les 2 semaines le priver de toutes les autres choses, en disant, bon, et comme il est en période d'examen, les tâches de la maison, il faut qu'il soit véritablement concentré sur son examen. C'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. C'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Donc, il faut déjà avoir l'œil assez exercé, donc il faut être véritablement être en contact avec son enfant, il faut le surveiller, oui, et veiller sur lui, parce que c'est une nuance, veiller donc sur ce qu'il fait et comment est-ce qu'il se comporte, de telle sorte que quand vous voyez votre enfant qui commence à s'affaisser, qui commence à traîner les pas, qui sent de la lourdeur et tout cela, dire que c'est un signe déjà de grande fatigue qui s'annonce. Donc, si on dit la fatigue, le surménage n'est pas très loin. Il faut donc, dès cet instant-là, amener l'enfant à se reposer tant qu'il est possible qu'il puisse se reposer. Donc, l'amener à se reposer. Le répétiteur peut voir cela, parce que si on prend un répétiteur, c'est peut-être parce que nous, on n'a pas les compétences ou on n'a pas le temps de le faire. Donc, il faut pouvoir observer l'enfant et le moindre signe, alerter donc qu'il faut alerter, si c'est le répétiteur, donc alerter donc les parents pour que les parents puissent prendre donc les dispositions pour aider rapidement l'enfant avant d'en arriver au surménage. Les amis aussi sont très importants parce que l'ami peut remarquer que devenu bizarre, que vous dormez en classe, que l'attention a changé, on tremble un peu, tout ça. Ça, c'est très important également. Oui, il est devenu bizarre, il ne ressemble plus à ce que nous connaissions, il est devenu peut-être violent ou il est trop retiré, ainsi de suite. Il a des comportements qu'on ne comprend pas. Il y a la drogue aussi de plus en plus dans nos écoles. Malheureusement, nous avons voulu éviter d'en parler, mais malheureusement, il y a toutes ces choses qui sont proposées à nos enfants, même déjà au niveau primaire, et c'est véritablement, c'est pour cette raison que nous disons il faut veiller sur, d'accord? Il faut surveiller, mais veiller sur ce que fait l'enfant et ce que l'enfant a chaque jour pour lui éviter donc d'entrer dans ce processus-là. C'est vrai, un ami vous dit, on l'essaie, si vous ne l'essayez pas, ça veut dire que vous êtes une poule mouillée, vous êtes une femmelette, tout ce qu'on peut vous mettre sur le dos comme sobriquet et tout ça, et donc ils vont vous encourager ou vous obliger à faire le pas. Mais véritablement, il faut que les parents aident et soient vigilants dans l'éducation des enfants, parce que malheureusement, l'éducation n'est pas seulement à la maison, mais la rue aussi, même l'école aussi, qui était l'institution respectée dans laquelle on allait acquérir la connaissance et le savoir et la sagesse. Malheureusement, cette institution n'a plus toute sa valeur. Madame Nguessan, un cas concret. Un élève qui a été nul tout au long de l'année. On sait que, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est un cabri mort de guillemets. On sait que ça ne va pas aller. Mais quelqu'un qui est dans ces conditions-là, qui sait qu'il n'a pas eu de bonne moyenne, est-ce qu'il peut avoir un sursaut? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un sursaut? Et c'est quoi la méthode pour avoir ce sursaut-là? Alors, il n'y a pas de méthode pour avoir un sursaut. Le sursaut vient d'une prise de conscience et d'une décision. D'accord? Alors, je me suis peut-être amusée toute l'année ou peut-être que je ne me suis pas amusée. J'ai travaillé, mais mes résultats ne sont pas ce que j'attendais et ce que attendaient naturellement les parents qui payent les frais. Et puis, il y a un déclic. Et je vais à l'examen, je me rends compte que l'année dernière, ceux qui ont eu l'examen, ils ont fait la fête, ils étaient dans l'euphorie. J'ai vu ce que les parents font quand il y a la réussite à un examen ou même le passage en classe supérieure à la maison pour celui qui est dans cette situation-là. Et moi, tout au long de l'année, j'ai été sur la tangente. Le déclic peut venir de ce que je prends conscience qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais voir des amis qui peuvent m'aider à apprendre des choses, à
et à regarder des choses, ne pas me surcharger de ce qui est, je ne saurais pas tout prendre, mais me focaliser sur des choses qui reviennent. Parce que généralement, quand on va à l'examen, il n'y a pas de secret. Les enseignants nous guident, nous conduisent vers les choses qui ont une plus grande probabilité d'être sujet d'examen. Et donc, quand on est un élève très attentif, on sait plus ou moins sur quel chapitre il faut insister parce que l'enseignant, les sujets d'examen sont donnés par les enseignants. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs, ce sont les enseignants sélectionnés qui donnent donc les sujets d'examen. Donc quand un enseignant, généralement, ils insistent sur un programme, sur un contenu et tout cela. Donc il faut être attentif. Et donc dans le sursaut, donc, à se souvenir qu'il y a eu donc, des indications qui ont été données dans ce sens. Je vais me consacrer le temps qui reste sur ça pour voir si je peux tirer mon épingle du jeu, comme on dit généralement. C'est ce qu'on appelle un dernier baroud d'honneur. Exactement. Merci beaucoup, Madame Asso Nguessan, pour ces éclairages. On espère qu'on aura trouvé écho du côté des parents et aussi des futurs candidats. Et de l'école aussi. Hein. De l'école. Et c'est déjà le 5 juin pour le CEP Marco. Donc on vous souhaite bonne chance, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite chez vous. Bon courage. Aussi, bon courage et restez toujours sur RTI 1. À demain.